Donc, bonjour à tous, je m'appelle William Boisseau, je suis praticien titulaire au sein du service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Fondation Rothschild à Paris, dans le 19e arrondissement. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation assez simple finalement sur ce qu'est une fistule neurale cérébrale. Et donc cette présentation fait partie et est aujourd'hui commandée par le réseau Avance et, euh, et la filière de santé Fava Multi. Alors voilà le plan de la présentation, hein. On verra quelques rappels anatomiques très simples et ce qui va nous permettre après de pouvoir définir avec précision ce qu'est une fistule durale. On fera aussi un petit parallèle entre ce qu'est une fistule durale et une malformation artério-veineuse, hein, ces deux pathologies sont parfois difficiles à distinguer. On verra après quelques données épidémiologiques sur les fistules durales. On discutera rapidement de leurs origines potentielles, hein. Vous verrez comme toujours, l'origine est en général méconnue, mais enfin, il y a quelques facteurs qui semblent favoriser la survenue de fistules durales. Enfin, il y aura une grosse partie sur quels sont les symptômes qui peuvent révéler les fistules durales. Et donc là, on verra plusieurs tableaux cliniques. Et puis on terminera par deux, trois vignettes sur comment faire le diagnostic et quel traitement, mais ça, on en parlera déjà beaucoup finalement dans les différents tableaux cliniques. Alors voilà la définition que je vous propose. Qu'est-ce qu'une fistule durale? C'est finalement une communication anormale qui est directe au sein d'un espace bien particulier qu'on appelle les méninges, là, qui sont les enveloppes du cerveau, entre une ou des artères durales ou méningées, c'est-à-dire des artères qui vascularisent cette enveloppe du cerveau, et une veine cérébrale. Donc il faut savoir que partout dans notre organisme, chez tout le monde, même les animaux, il y a une certaine architecture artérielle et veineuse qui est présente partout, où finalement on a des grosses artères qui donnent des plus petites artères, qui donne ensuite des capillaires, c'est là où se font tous les échanges d'oxygène, dioxygène. Et puis ensuite, on revient vers des petites veines qu'on appelle des vénules, puis des veines. Donc ça, c'est une organisation qu'on a partout, passage d'artères, capillaires aux veines. Et donc finalement, cette architecture normale dans les fistules artério-veineuses n'existe plus, puisqu'il va y avoir une communication directe entre une artère, qui est une artère durale ou méningée, comme je vous disais, et une veine cérébrale. Et donc l'autre particularité, c'est que du coup, cette communication anormale se fait généralement au niveau des enveloppes du cerveau, là qu'on appelle les méninges, qui sont en fait plusieurs couches. On a la dure mère, c'est là où se fait nos fistules durales. Et on a aussi d'autres couches avec l'arachnoïde et puis la pimère. L'autre chose qui est important à savoir, c'est que cette dure mère, finalement, elle entoure le cerveau, mais pas seulement, elle entoure également le cordon médulaire que vous voyez ici, ainsi que les racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière et qui vont ensuite donner les nerfs aux membres supérieurs et inférieurs. Et donc cette dure mère, finalement, descend jusqu'au niveau sacré en S2 et S3. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir des fistules durales sur l'ensemble de ce trajet durmérien, aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau de la moelle, autour de la moelle épinière jusqu'au niveau sacré. Donc vous imaginez bien que ça peut donner des tableaux cliniques extrêmement différents. Et là encore, donc, vous remet un schéma, donc plusieurs artères, en général, qui sont des artères méningées ou durales, ça veut dire la même chose, qui viennent se connecter de manière anormale avec une veine cérébrale au niveau de cet espace bien particulier, là, de cette enveloppe de la méninge qu'on appelle la dure mère. Alors, je vous le disais, parfois, on a du mal à distinguer ce qu'est une fistule durale et une malformation artério-veineuse. Alors, ce sont deux pathologies finalement très différentes, hein. C'est pour ça qu'on leur a donné deux noms différents et qui ont certaines particularités qui permettent de les différencier. Les malformations artério-veineuses que vous voyez représentées ici, elles sont alimentées par des artères cérébrales du cerveau. Donc, c'est des artères qui donnent normalement la vascularisation du cerveau, donc des neurones du cerveau, et qui là, en fait, donnent la malformation artério-veineuse. Comme je vous l'ai dit, hein, dans les fistules durales, là, ces différences ne sont pas des artères du cerveau, ce sont des artères durales, donc des artères de la méninge. Dans les malformations artério-veineuses, on a ce qu'on appelle un nidus, là, vous voyez, c'est cet enchevêtrement de vaisseaux anormaux qu'on n'a finalement pas pour les fistules durales. Dans les deux cas, on le reverra, il y a un risque hémorragique qui est un peu différent, mais qui existe.
Et puis l'autre point important, en règle générale, c'est que pour les malformations artério-veineuses, nos traitements, et il y en a plusieurs, sont généralement quand même assez risqués, c'est-à-dire que c'est des traitements en général qui ont au moins 5% de risque de complications. Dans les fistules artério-veineuses durales, ce risque de traitement est en général plus modéré. Donc finalement, quand je vous montre ces deux schémas-là, on se dit c'est assez simple de différencier les deux. C'est vrai dans la grande majorité des cas. Parfois, c'est un petit peu compliqué parce que, par exemple, dans les petites malformations artério-veineuses, on peut ne pas voir le nidus. Et donc parfois, c'est un peu compliqué de savoir si c'est bel et bien une malformation artério-veineuse. Et l'autre petite difficulté, c'est que parfois, les malformations artério-veineuses peuvent avoir un apport dural qui peut être parfois même prédominant. Donc voilà, dans la grande majorité des cas, donc c'est assez simple de distinguer les deux pathologies, mais voilà, dans un petit nombre de cas, on se pose parfois la question, ah, est-ce que c'est plutôt une malformation artério-veineuse ou une fistule durale? Et donc, même pour nous spécialistes, ça peut parfois être un peu compliqué. Quelques données épidémiologiques. Donc, les fistules durales sont une pathologie rare. Ça représente qu'une petite partie de ce qu'on appelle les pathologies avec shunt artério-veineux intracrânien, auxquelles font partie les malformations artério-veineuses. L'autre chose intéressante, c'est que ça touche majoritairement les femmes, sans qu'on le sache pourquoi, on va le revoir dans un instant, hein, dans près de 2 tiers des cas. Et puis, voilà, ce n'est pas une maladie avec laquelle on naît, c'est une maladie qui apparaît au cours de la vie et qui apparaît généralement de manière plus fréquente autour de la 5e décennie, donc autour de 50 ans. Euh, voilà. D'où proviennent ces fistules durales? Bah, dans la grande majorité des cas, on ne sait pas. Il y a néanmoins quelques associations qui ont été décrites dans la littérature. Il y a une association qui semble assez forte tout de même avec ce qu'on appelle la thrombose veineuse cérébrale. Donc le fait d'avoir une veine cérébrale qui se bouge, comme on peut avoir une phlébite dans une veine de la jambe. Là, c'est une thrombose au niveau d'une veine cérébrale. Et alors, cette association, en plus, est bidirectionnelle, c'est-à-dire que le fait d'avoir une fistule peut favoriser la survenue d'une thrombose veineuse cérébrale. Et inversement, le fait d'avoir une thrombose veineuse cérébrale peut favoriser l'apparition d'une fistule secondaire. Donc, c'est vraiment une association dans les deux sens. Il y a également parfois, on retrouve parfois des antécédents traumatiques avant l'apparition de la fistule durale. Et puis après, on a quelques fistules durales qui apparaissent post-chirurgie, post-neurochirurgicale. Alors, quels sont les symptômes cliniques qui peuvent conduire au diagnostic de fistule durale cérébrale? Alors, vous allez le voir, ces manifestations sont extrêmement nombreuses parce que ces fistules, vous allez le voir, elles peuvent entraîner plusieurs problématiques. Et puis surtout, elles peuvent survenir à plein d'endroits différents finalement entre les différentes régions du cerveau et au niveau de la moelle, ce qui laisse finalement un très grand champ de manifestations cliniques possibles. Alors le problème, c'est que je vous ai dit, c'est du sang qui arrive dans des veines directement, et donc ça, c'est anormal, et donc ça peut entraîner un gonflement finalement des veines, et donc le risque, c'est qu'à terme, ça peut conduire à une hémorragie cérébrale. Alors ça, c'est la complication qui est la plus redoutée finalement des fistules durales. Et en fait, ce risque dépend vraiment de où est la fistule et du grade. On va voir juste après une classification qui permet de grader les fistules. Donc cette classification qu'on appelle la classification de la Riboisière, du nom de l'hôpital parisien à côté de Gare du Nord, en fait, elle décrit plusieurs sous-types de fistules. Là, je vous ai présenté les 4 premiers, mais il y en a 5 en tout. Et on part d'un type 1 où finalement le risque hémorragique est nul, à un type 4 où finalement le risque hémorragique devient assez important. Alors, qu'est-ce que c'est, comment on différencie ces différents types? Donc le type 1, vous voyez qu'il y a une connexion anormale qui se fait entre des artères toujours durales et une veine cérébrale, mais cette veine, elle est un peu particulière. En fait, on appelle même plus, c'est pas seulement une veine cérébrale, on appelle ça un sinus veineux. C'est-à-dire que c'est une veine qui est extrêmement, qui a des parois extrêmement épaisses et solides. Ce qui fait que finalement, ces veines sont tellement solides que quand on a une fistule à cet endroit-là, le risque que finalement la veine grossisse, explose et entraîne une hémorragie cérébrale est inexistant. Donc on appelle le type 1 quand ça arrive directement dans ces sinus duraux et que ce drainage continue à être ce qu'on dit en isocourant, c'est-à-dire que ça descend du cerveau, ça descend ensuite par la veine jugulaire vers le cœur. On passe à un type 2A quand, en plus de ce drainage en isocourant, il y a un reflux dans les autres sinus veineux intracrâniens. Là encore, pas de risque hémorragique parce que les sinus
sont des veines extrêmement solides et donc il n'y a pas de risque de saignement. On passe au type 2B, quand on a en plus toujours donc une arrivée de la fistule dans le sinus, dans un sinus dural. Il y a également un reflux dans des veines cérébrales, ce coup-ci des veines corticales cérébrales, qui elles sont des veines potentiellement fragiles et donc à risque de saignement, ce qui explique ce pourcentage de 10% de risque de saignement. Le type 3, là, c'est quand finalement la communication, la fistule se fait directement au niveau d'une artère corticale, donc une artère fragile. Donc là encore, on comprend que le risque augmente d'autant plus. Et puis on arrive au type 4 quand, en plus de cette connexion directe avec une veine corticale fragile, on voit déjà des dilatations, voire même des anévrismes veineux. Donc ça, le risque devient extrêmement important. Alors, je vais vous proposer comme ça tout au long de la présentation quelques vignettes cliniques hein, qui reprennent, qui illustrent finalement toutes ces situations cliniques qu'on peut rencontrer. Donc là, c'est l'histoire d'une patiente qu'on avait eue il y a quelques années, hein, qui avait 50 ans, pas d'antécédents, américaine, et qui vient en France en vacances. Et puis, elle finit par consulter aux urgences parce que depuis 10 jours, elle a des maux de tête vraiment très inhabituels, au point que même ça la réveille la nuit. Et donc, elle finit par consulter aux urgences. Elle a un bilan neurologique initialement, en tout cas sur le plan clinique, elle est strictement normal en dehors de ses céphalées. Tac. Et ils lui font assez rapidement une imagerie cérébrale. Et alors là, on découvre les choses suivantes. Là, on voit qu'effectivement, il y a une collection hypodense ici. Je ne vous ai pas mis les autres photos, mais qui était hyper dense un peu plus haut. Donc, on a ce qu'on appelle un hématome sous-dural, donc un saignement qui survient dans ce compartiment-là du cerveau. On voit que ça entraîne une déviation de la ligne médiane là, au niveau du cerveau là, qui est déviée. Et puis, ils ont eu la très bonne idée de continuer du coup l'examen par un angioscanner, ce qui nous permet de voir les vaisseaux du cerveau. Et donc là, on voit qu'il y a des structures vasculaires dilatées, anormales, en regard de là où elle a son hématome. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'elle nous est adressée finalement pour suspicion de fistule virale hémorragique. Donc ça, c'est les images qu'on obtient, nous, à notre bloc de neuroradiologie interventionnelle. C'est ce qu'on appelle l'artériographie cérébrale. Donc de manière très simple, c'est on introduit un cathéter par une artère. Ça peut être l'artère radiale, c'est-à-dire l'artère du bras, ou l'artère fémorale, l'artère de la jambe. Et donc on vient monter ce cathéter au niveau des vaisseaux du cou. Et donc ça, après, par ce cathéter, on peut injecter un produit de contraste et prendre des photos. Et donc ça nous permet d'avoir une image extrêmement précise des vaisseaux euh, du cerveau et également des vaisseaux du on va le voir, et d'avoir également une imagerie dynamique. Et donc c'est ce que vous allez voir là. Donc vous voyez, c'est une imagerie de face, hein. On reconnaît ici les deux yeux, le nez, le crâne ici. Et donc, je crois que de souvenir, c'est une injection de l'artère carotide externe. Donc, c'est une artère qui donne plusieurs artères pour la vascularisation de la face, mais également des artères durales, donc les fameuses artères qui viennent vasculariser les enveloppes du cerveau. Et donc là, vous voyez le contraste là, qui arrive dans toutes ces artères-là. Et quand on a l'œil et qu'on est habitué, on voit qu'on aperçoit, ce qu'on devrait pas être, ce qui n'est pas le cas chez les gens qui n'ont pas de fistule, hein. Quand on injecte ces artères-là, normalement, on n'est pas censé voir de veines du cerveau. Et vous voyez que là, il y a tout un tas de structures veineuses dilatées qui apparaissent et qui sont donc des veines cérébrales. Donc, cet examen-là et cette image-là confirment l'existence d'une fistule. On va avoir après une imagerie de profil que vous voyez ici. Tac, je vais essayer de l'arrêter. Et donc, vous voyez, on a ces artères à destinée de la face. Et puis, il y a une communication anormale qui se fait ici, hein. Pas facile à voir, mais quand on a l'habitude, c'est des choses qu'on voit. Et donc, une communication avec une veine anormale ici, dans ces enveloppes du cerveau ici à l'étage antérieur. Et puis, un reflux veineux dans des veines corticales qui sont ectasiques. Et donc, c'est une de ces veines qui a probablement saigné et entraîné l'hémorragie sous-durale. Voilà le point de Chinte qui se situe ici. Et donc ce traitement, on a pu le faire directement par l'intérieur des vaisseaux, là encore, hein. On a monté un cathéter par voie veineuse qu'on a monté par les sinus duraux. Puis vous voyez, on a monté un tout petit cathéter qu'on peut suivre ici, en fait, jusqu'à l'endroit où il y avait la fistule ici. Et puis on a injecté ce qu'on appelle un agent embolique, ce qui permet de boucher cette veine finalement qui n'est plus utilisée par le cerveau et tous les petits apports artériels qu'on voyait là sur le précédent examen.
Et là, vous voyez ici le contrôle en fin de procédure quand on injecte cette fameuse carotide externe, où là, on retrouve plus toutes ces anomalies veineuses. La fistule est occluse et donc il n'y a plus de reflux veineux au sein des veines cérébrales. Donc, premier mode de découverte des fistules, c'est l'hémorragie, c'est ce qui nous fait le plus peur. Et malheureusement, parfois ça arrive, et donc ce cas-là vous le résume bien. L'autre type de symptôme qui peut arriver, c'est que le fait qu'il y ait cette communication anormale entre une artère et une veine au niveau du cerveau, ça peut entraîner finalement un hyperdébit au sein des veines. Et quand ces veines finalement se situent près de cet endroit-là, qu'on appelle l'os pétreux, et en fait l'os pétreux, il a la particularité de contenir les structures de l'oreille interne et donc les structures de l'audition. Et donc quand on a une communication anormale et un hyperdébit au sein de ces veines, bah, bon, finalement les gens sont capables d'entendre cet hyperdébit parce que ça fait du bruit dans la veine qui est juste à côté de l'oreille, et donc ça entraîne ce qu'on appelle un acouphène pulsatile. Donc ça, c'est un autre symptôme classique de découverte de fistule durale. Donc là encore une vignette, hein, c'est l'histoire d'un monsieur de nouveau 50 ans, sans antécédents, et lui, il rapporte la survenue comme ça, du jour au lendemain, d'un acouphène pulsatile du côté gauche depuis plusieurs mois. À l'examen clinique, on peut par exemple poser notre stéthoscope sur le crâne du monsieur, mais là, en posant le stéthoscope sur le crâne du monsieur, on n'entendait rien. Par contre, l'autre particularité que nous rapportait bien le monsieur, c'est que quand il appuie sur la veine de son cou à gauche, ça fait disparaître l'acouphène. En fait, c'est une séquence qu'on obtient en IRM, hein, vous le verrez, je vais beaucoup vous la montrer. On appelle ça une séquence 3D TOF. Donc cette séquence nous permet de voir les vaisseaux du cerveau, là, que vous voyez ici en blanc. On n'a pas besoin d'injecter de produit de contraste pour voir ça. En fait, c'est une séquence qui est paramétrée pour voir le flux et notamment les flux rapides. Donc ça, c'est une séquence qu'on fait de manière routinière dans beaucoup d'IRM qui nous permettent de voir les artères intracrâniennes. Et on les aime particulièrement bien pour les fistules parce que cette séquence est paramétrée de telle façon qu'à l'état normal, quand on n'a pas de fistule, bah, on ne voit que les flux rapides, c'est-à-dire les artères, et on n'est pas censé voir du coup de blanc dans les structures plus à flux lent que sont les veines. Et donc c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup pour les fistules, c'est parce que quand on voit du coup un hypersignal du blanc dans les artères et qu'on le voit sur cette séquence dans des veines, c'est que cette veine circule de manière trop rapide, et donc ça peut être un indicateur pour nous qu'il existe finalement une communication anormale entre des artères et des veines, et donc que ça peut être une fistule durale. Et donc vous allez voir, là c'était le cas également de ce patient-là. Je vous fais défiler la séquence. Donc on voit ces artères pour le moment, et puis là encore, il faut avoir l'œil, mais hop, je vais couper au mauvais moment, je vais y arriver. Ici, on voit qu'il y a du blanc dans une structure qui est normalement une veine, hein. On voit, on a la même structure de l'autre côté ici, là, c'est le golfe de la jugulaire. On voit que du côté droit, cette structure est noire, alors que du côté gauche, elle apparaît blanche. Et donc ça, c'est pour nous le témoin qu'il y a possiblement une fistule durale dans cette région-là, et que cette fistule durale, hein, là vous le voyez encore une fois, c'est juste ici, mais juste ici on devine encore l'os pétreux et donc l'os de l'oreille interne. Ça entraîne un flux veineux turbulent au contact de l'oreille, donc c'est pour ça que le patient entend finalement un acouphène pulsatile. Là encore, quelques jours plus tard, il a donc cette fameuse artériographie cérébrale pour bien confirmer le diagnostic. Je vous remets les images. Ça va être une injection de la carotide externe du côté droit. Là, tout est inversé, hein. Ici, on est à droite. Ici, on est à gauche. Et donc, quand on injecte cette artère carotide externe droite que vous voyez ici, hein, donc encore une fois, l'artère carotide externe, ça donne les artères de la face et les artères à destinée durale. Tac. On se rend compte que de nouveau, on voit une structure veineuse ici anormale avec une petite partie un peu bouliforme ici, et puis un reflux dans une structure veineuse ici qui est la jugulaire interne. Donc là encore, cet examen confirme l'existence d'une fistule virale. Là, je vous remets l'image un petit peu zoomée. Donc, vous voyez tout ce réseau artériel extrêmement dense, extrêmement important, qui vient du coup se connecter à cette veine. C'est anormal, hein. Normalement, on n'a donc pas ça. Et ensuite, cette veine
vient se drainer dans la veine jugulaire interne. Et comme cette structure est vraiment au contact de l'os pétreux, ça entraîne un flux veineux turbulent que le patient entend et qui donne donc cette acouphène pulsative. Cette fistule, finalement, se draine dans des grosses veines, là encore, hein, et ce ne sont pas des veines qui sont stricto sensu cérébrales, hein. Là, on est déjà dans un foramen qui sort du cerveau. Donc, finalement, cette fistule, on l'a traitée non pas tant pour un problème de risque hémorragique, mais parce que en fait, cette acouphène était devenue tellement gênante, tellement handicapante, parce que le patient disait qu'il avait du mal, par exemple, à s'endormir le soir, qu'il avait du mal à se concentrer. En fait, on l'a traité du fait du handicap lié à l'acouphène plus que le risque hémorragique. Cette séquence, c'est donc ça, vous voyez, c'est la vue lors du traitement. On va le voir encore une fois. Toutes nos artères qui arrivent ici. Tac. Je vais pas réussir à appuyer sur le bon bouton. Tac. Ils viennent donc vasculariser cette poche-là. Et puis après, cette poche, par différentes routes, vient retrouver la veine jugulaire interne. Donc là encore, on est passé directement par les veines du corps pour faire le traitement. On est remonté là ici avec ce cathéter que vous voyez ici dans la veine jugulaire interne. Et puis avec un plus petit cathéter, on va essayer de rentrer dans cette petite poche où siège la fistule. De manière assez simple, on va aller boucher cette poche de l'intérieur pour faire en sorte que il n'y ait plus cette communication anormale. Et donc là, vous voyez, on a utilisé un autre type de traitement. Là, vous voyez plein de petits fils enroulés, ce sont ce qu'on appelle les coils, des fils de platine. On a donc enroulé dans cette petite poche veineuse et qui permet à terme de boucher la fistule. Là, vous voyez le contrôle en fin de procédure, avec toujours ce petit réseau artère, mais pas d'opacification ici de la veine. Et ça, c'est de nouveau la séquence 3 d'étoffe dont je vous parlais, mais 6 mois après notre traitement. J'essaie de l'arrêter au bon moment. On voit qu'en lieu et place de là où on avait notre fistule, je vais y arriver. On retrouve les coils et on ne voit plus finalement le blanc dans la veine comme on avait auparavant, donc qui montre bien que la fistule était bien guérie. L'autre signe très important, c'est que le patient, dès son réveil du bloc opératoire, a signalé une disparition de son acouphène. Donc, dès son réveil, ça c'est le meilleur des tests finalement. Le patient dit je n'entends plus mon acouphène, et donc dans ce cas-là, on sait que le traitement a été efficace. Enfin, troisième catégorie de symptômes, entre guillemets, c'est que du fait de cette fistule, il y a un reflux veineux anormal qui peut toucher un certain nombre de territoires du cerveau et qui peut donc donner des symptômes plus ou moins spécifiques. Et donc là encore, je vais vous montrer quelques petits tableaux. Quand cette fistule entraîne finalement un reflux dans des veines de l'œil, ça peut donner des signes orbitaires, hein, c'est ce qu'on voit ici. Alors on a ce qu'on appelle en arrière de l'œil, en fait, un sinus, là encore, donc une veine assez rigide, hein, qu'on appelle le sinus caverneux, vous voyez, qui est situé juste en arrière de l'œil et qui vient collecter finalement les veines qui drainent et l'œil et l'orbite. Et on peut avoir des fistules durales qui viennent se former ici, vous voyez, avec des artères qui viennent se jeter directement dans ce sinus. Et donc ça fait que généralement, il y a un reflux qui se crée, un reflux de sang trop important qui se fait dans la veine orbitaire supérieure. Et donc ça entraîne finalement des signes au niveau ophtalmo. Et là, ici, vous voyez une rougeur conjonctivale assez importante, là, un peu moins marquée. Ici, vous voyez un œdème important autour de l'œil, là, qu'on appelle un chémosis. Parfois même, vous voyez ici, l'œil sort un petit peu de l'orbite. On appelle ça une exophtalmie. Là encore, hein, même séquence, hein, vous voyez la séquence 3 d'étoffe, et puis là, on voit qu'il y a un hypersignal TOF dans une structure veineuse. Donc, on a une artérialisation ici de la structure veineuse qu'on appelle le sinus caverneux à droite. Et puis, on voit que ça entraîne un reflux, là encore, une veine blanche, on ne devrait pas le voir, un reflux dans la veine orbitaire supérieure de manière bilatérale. Ici, on a la confirmation angiographique, hein, de nouveau une injection de la carotide externe. Et quand on fait ça, tac, on devine ici la structure qui est le sinus caverneux qui est opacifié, ce qui ne devrait pas être le cas. On voit aussi cette structure qui part vers l'avant au-dessus de l'œil, qui est la veine orbitaire supérieure. Et puis on voit même ici des veines cérébrales qui sont utilisées, donc un reflux aussi veineux intracrânien, pas simplement que vers l'œil. Donc ce que je redis ici, la fistule dans le sinus caverneux, le reflux veineux orbitaire, et puis le reflux veineux cérébral.
Là encore, de nouveau un traitement en passant par les veines. En fait, on chemine par l'intérieur des veines jusqu'à ce sinus caverneux qu'on bouche là encore avec des coils, hein. On a même bouché finalement les deux. Et puis vous voyez ici le contrôle en fin de traitement, hein, cette injection de la carotide externe. Plus de fistules parce qu'on ne voit pas de veine, on ne voit pas de sinus caverneux, plus de veine orbitaire, plus de veine cérébrale. Et puis cliniquement, les patients récupèrent dans les jours qui suivent assez rapidement. L'autre tableau clinique qu'on peut parfois voir, ce sont des tableaux qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Là encore, une petite vignette clinique, hein, c'est l'histoire d'une patiente de 62 ans. Elle a une hypothyroïdie, elle a une hépatite B non traitée, et puis, ça c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les origines qui peut être intéressant, elle a fait plusieurs épisodes de thrombose veineuse au niveau des membres inférieurs. Et donc elle rapporte à partir de septembre 2020 des céphalées inhabituelles et puis un flou au niveau visuel. Elle finit par consulter un ophtalmologue, et donc son ophtalmologue met en évidence ce qu'on appelle un œdème papillaire, on va le voir après, avec un grade 3-4, un grade élevé. Elle a, dans le cadre de ses explorations, une ponction lombaire qui retrouve une pression d'ouverture à 36 cm d'eau. Donc ça confirme l'existence d'une hypertension intracrânienne, puisque normalement, cette pression d'ouverture doit être inférieure à 25. Et puis, elle a un contexte de surpoids avec une prise de 15 kg en 15 ans. Et ça, on sait que le surpoids est fortement associé à ce tableau d'hypertension intracrânienne. Donc voilà ce qu'est un fond d'œil, hein, quand on regarde l'œil. On voit ici la papille du nerf optique là, qui est bien, ça c'est un fond d'œil normal qui est bien délimité. Et donc ça c'est ce qu'on voit dans les œdèmes papillaires, hein. On voit que le bord de la papille est totalement effacé, puis on voit quelques petites hémorragies tout autour. C'est ça qui signe l'œdème papillaire. Elle a eu une première IRM, cette patiente qui retrouvait, donc pour l'hypertension intracrânienne, on a finalement deux grands cadres étiologiques. On a soit ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne dite idiopathique, c'est-à-dire sans cause. Et donc ça, ça touche généralement la femme, plutôt jeune, hein, aux alentours de 20-30 ans, avec en surpoids ou en obésité. Et puis après, on a toutes les hypertensions intracrâniennes dites secondaires. Et donc ça, il y a tout un tas d'étiologies qu'on peut avoir, notamment les fistules durales. Donc c'est pour ça que tous ces patients qui se présentent avec des tableaux d'hypertension intracrânienne, avec des maux de tête, un œdème papillaire, une hyperpression à la ponction lombaire, on réalise du coup une IRM cérébrale. Ça permet d'éliminer les causes secondaires et voir si on peut avoir des signes en faveur d'une cause dite idiopathique. Et donc, cette patiente-là, effectivement, sur sa première IRM faite dans notre centre à la Fondation Rothschild, elle n'avait pas de cause secondaire évidente. Elle avait par contre des signes qu'on rencontre dans les hypertensions intracrâniennes idiopathiques, avec une dilatation ici des gaines autour des nerfs optiques, hein. Normalement, on n'a pas ce liquide autour des nerfs optiques, hein, qu'on a des deux côtés. Elle avait également une petite dilatation des gaines des nerfs 3, là, des nerfs oculomoteurs. Là encore, normalement, on n'est pas censé voir de liquide autour de ce nerf. On voit qu'ici, c'est ce qu'on appelle l'hypophyse, elle est un petit peu bombée vers le bas, on appelle ça l'arachnoïdocèle intracellaire. Et puis enfin, quand on regardait de nouveau ces veines, on voit que ces sinus veineux, là, dont je vous parlais tout à l'heure, là, ils sont resserrés, ils sont sténosés. Et donc tous ces signes sont classiquement rencontrés dans l'hypertension intracrânienne idiopathique. Donc c'est pour ça que le diagnostic a été posé. Et donc la prise en charge de cette pathologie, en tout cas aujourd'hui, c'est une prise en charge initiale qui doit être médicale, avec une tentative de perte de poids, et puis la prise d'un traitement qu'on appelle le Diamox, qui permet de faire diminuer la pression intracrânienne. Et finalement, chez cette patiente, malgré cette tentative de perte de poids et ce traitement par Diamox, qu'elle tolérait mal par ailleurs, elle gardait un œdème papillaire de grade 2. Et donc ça, le risque de cette persistance de l'œdème papillaire, c'est que ça peut finir par abîmer les nerfs optiques et donc à terme aller vers des tableaux de cécité. Donc ça peut entraîner des tableaux extrêmement invalidants. Et donc c'est assez classique finalement chez ces patients qui ont un œdème papillaire persistant, malgré la tentative de traitement, qu'il soit adressé chez nous, parce qu'une des alternatives, c'est nous d'aller stenter la veine. On s'éloigne un peu de l'objectif du topo, mais c'est pour vous expliquer. Et finalement, donc, cette patiente nous a adressé en consultation dans l'idée de peut-être faire un stenting veineux pour son hypertension intracrânienne. Un de mes collègues a la bonne idée de reprendre tout son dossier radiologique et donc notamment de regarder sa toute première IRM qui n'avait pas été faite dans notre centre, mais qui avait été faite dans un cabinet de radiologie en ville.
et qui avait été faite finalement 2-3 mois avant l'arrivée dans notre centre. Et de nouveau, une angio-IRM 3 d'étoffe. On va le voir ici. Tac. Une artérialisation d'un sinus veineux, hein, qu'on voit ici. Là, c'est le sinus transverse gauche. Donc, de nouveau, une forte suspicion finalement d'une fistule. Et donc, le fait qu'on n'est pas dans une hypertension intracrânienne idiopathique, mais dans une hypertension intracrânienne secondaire à une fistule durale. Donc là encore, angio-IRM, on passe ensuite à l'artériographie pour bien confirmer le diagnostic. Donc là encore, une injection de la carotide externe à gauche. Et vous voyez, on le voit assez rapidement, la mise en évidence de structures veineuses cérébrales qu'on ne devrait pas voir. Et donc là, ça nous confirme l'existence d'une fistule durale. Et alors l'idée est la suivante, c'est que vous voyez que ça fait finalement beaucoup de sang artériel qui arrive dans ces veines. Et donc le problème de cette communication anormale, c'est que ça engorge totalement le drainage veineux cérébral. C'est-à-dire que cette fistule envoie tellement de sang dans ces veines cérébrales que le cerveau lui-même a du mal à drainer finalement le sang qui lui est utile pour pouvoir fonctionner. Et donc c'est pour ça que la tension augmente dans son cerveau, et donc c'est pour ça qu'il y a une hypertension intracrânienne qui se produit. Là encore, le traitement a été fait par voie veineuse, et alors là, on a été assez simple. On lui a complètement bougé finalement le sinus, transverse et sigmoïde gauche à l'aide de coils et également d'un produit embolique. Là, on a sacrifié ce sinus-là, ce qui a permis aussi de traiter la fistule. Et puis vous voyez l'imagerie en fin de procédure, hein, avec, une fistule qui est parfaitement guérie et un cerveau qui peut se redrainer, normalement, on le voit ici. Troisième vignette sont les troubles cognitifs. Là, c'est l'histoire d'un patient, 62 ans, qui a une schizophrénie mais dite équilibrée et un diabète. Et alors lui, il présente à partir de juillet 2022 un tableau de confusion. Il finit par consulter quelques semaines plus tard aux urgences. Cliniquement, il a des propos incohérents, il a des épisodes d'agitation et d'hallucination, et puis surtout, tout ça est très fluctuant et parfois, finalement, il est finalement assez calme et il arrive à parler un petit peu mieux. Il est initialement hospitalisé en psychiatrie dans l'hypothèse d'un déséquilibre de sa schizophrénie. Dans ce cadre-là, ils font une première imagerie cérébrale avec un scanner qui est décrit sans particularité. Et puis finalement, au bout d'un bilan et de plusieurs entretiens psychiatriques, finalement, ils estiment que cette confusion n'est pas d'origine psychiatrique, que ce n'est pas lié à sa schizophrénie, et donc le patient est transféré en neurologie euh, pour essayer de comprendre finalement l'apparition de ces troubles cognitifs. Là, en neurologie, ils refont une première IRM qui est interprétée initialement comme normale. Ils font tout un bilan assez large pour essayer de comprendre la cause de cette confusion qui revient négatif. Et puis finalement, le patient continue de s'aggraver, hein. Vous voyez que le début des symptômes saute au mois de juillet, on arrive à fin octobre, et puis là, fin octobre, finalement, il se met même à faire des crises d'épilepsie, quand même assez atypique là, pour des problèmes cognitifs. Et donc, dans ce cadre-là, ils lui font une nouvelle imagerie cérébrale. Là encore, vous commencez à être habitué. De nouveau, une angio-IRM 3 d'étoffe. Et là encore, ok, si j'arrive à récupérer ma souris, trop de vaisseaux dans cette partie-là. Et puis cette structure veineuse qu'on devine ici, qui est artérialisée. Et donc qui fait poser, suggérer en tout cas le diagnostic de fistule. Et donc c'est dans ce cadre-là que le patient nous est adressé. Donc vous voyez ici de nouveau l'artériographie, hein, qui est l'étape suivante, une injection de la carotide externe droite avec une imagerie en profil, hein, on regarde sur le côté là. Tac. Et là encore, hein, vous voyez une communication anormale entre des artères et des veines, avec cette artère durale méningée postérieure qui vient se connecter de manière anormale avec une veine ici qui est une veine cérébelleuse. Et donc toutes ces veines-là refluent finalement dans les veines cérébrales profondes. Et donc pareil, qui entraîne une surcharge finalement dans le territoire veineux profond et qui est responsable des troubles cognitifs présentés par le patient. Là encore, le traitement a été fait ce coup-ci par voie artérielle, hein. Vous voyez, on a navigué un petit cathéter dans cette artère à destinée méningée durale, et puis après, en utilisant de nouveau un agent embolique, on a pu boucher d'une part la veine et puis d'autre part tous les apports artériels. Et donc là, vous voyez l'injection de la carotide externe qu'on voyait tout à l'heure,
qui montre une carotide externe normale et surtout plus de veines intracrâniennes. Et ça, je pense que c'est l'angio-IRM 3 d'étaphe après traitement. Qui va permettre de voir, vous voyez, tout le matériel d'embolisation qui est là. Et puis surtout, on voit plus de veines artérialisées. Donc, une guérison avec un monsieur qui s'est amélioré sur le plan clinique au découp. Quatrième tableau dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la myélopathie progressive. Donc là, ça a été une patiente qui nous a été adressée pour des troubles moteurs, sensitivo-moteurs des 4 membres, avec une patiente qui très rapidement a perdu l'usage de ses jambes et de la marche et qui a commencé à avoir des problèmes pour bouger ses bras et également pour manger, avec des troubles de la déglutition. Donc dans ce cadre-là, elle avait eu une première imagerie et donc là, on voit qu'il existe finalement un hypersignal, donc un cordon médulaire qui est blanc ici, alors qu'il devrait être, voyez, gris comme l'est la partie la plus antérieure. Et puis de part et d'autre de ce cordon médulaire, on voit des petits points, des petits vaisseaux qu'on ne voit pas normalement en temps normal, et donc qui font suggérer l'existence d'une malformation vasculaire. Là encore, une injection de la carotide externe. Et puis, cette carotide externe qui, par ses branches durales, entraîne l'opacification d'une petite structure veineuse ici, qui est vraiment toute petite. Et puis, cette structure veineuse, elle, se draine par différentes routes au sein des veines médulaires, autour de la moelle. Vous voyez, on a le cordon médulaire ici, et puis ça se draine dans des veines médulaires postérieures et antérieures, ce qui correspond aux images qu'on voyait ici sur l'IRM. Et donc ça entraîne une véritable surcharge vasculaire au niveau de la moelle qui n'est plus en capacité de se drainer, et donc d'où l'apparition de l'œdème et des symptômes cliniques. Et donc là encore, on est passé par voie artérielle, on a passé un petit cathéter que vous voyez ici. Là, c'est un cathéter en fait qu'on peut gonfler de manière transitoire. Et quand on injecte comme ça ce petit cathéter, on voit qu'il y a tout un petit réseau artériel là qui vient se connecter au niveau de cette petite veine là qu'on voyait déjà tout à l'heure, et cette petite veine ensuite qui se draine le long de la moelle. Donc par ce petit cathéter, vous voyez qu'on a pu gonfler ici, ça permet de faire en sorte que l'agent embolique parte devant et parte pas en arrière. Et ben on a pu boucher cette fameuse veine et les petites artères tout autour. Et donc sur le contrôle, on voit ici qu'il n'y a plus de fistule quand on injecte la carotide externe. Cliniquement, là encore, une belle amélioration et clinique et radiologique. Vous voyez l'œdème ici du tronc cérébral et de la moelle comme on voyait avant, décembre 2023. Et 6 mois après, vous voyez que l'œdème s'est totalement résorbé avec une patiente qui est de nouveau capable de manger et de se déplacer maintenant avec une canne. Enfin, dernier tableau clinique qui ne sera pas représenté par une vignette, mais c'est aussi finalement assez fréquemment diagnostiqué de manière totalement fortuite, c'est-à-dire que le patient va venir réaliser une IRM pour une raison X ou Y, pour des vertiges, pour des maux de tête, pour un problème de langage, enfin peu importe la raison, et finalement l'IRM met en évidence une fistule durale par cette séquence 3 d'étape, et donc ça arrive finalement de manière assez fréquente. Alors, on l'a déjà bien vu dans toutes nos vignettes, c'est finalement comment fait-on le diagnostic de fistule? Vous le voyez, c'est généralement suspecté soit par le scanner ou l'angioscanner, c'est une modalité d'imagerie qu'on utilise un peu moins maintenant, soit par l'IRM cérébral, avec notamment cette séquence qu'on adore, vous l'aurez compris, qui est l'angio-IRM 3D TOF. Quand c'est suspecté sur ces imageries, en général, les patients nous sont envoyés en consultation, et donc nous, on réalise l'artériographie cérébrale, qui est l'examen que je vous ai montré, qui permet d'une part de bien localiser la fistule, de déterminer son grade et donc son risque hémorragique, comme je vous ai dit. Et puis ça nous aide également à planifier finalement la stratégie thérapeutique. On va y revenir juste après. Alors, quel traitement pour les fistules? Ces traitements, de toute façon, on les discute de manière pluridisciplinaire. On a des réunions hebdomadaires, ça c'est vrai à la Fondation Rothschild, mais c'est vrai partout en France et même à l'étranger. Donc, c'est des discussions qu'on fait de manière conjointe entre nous, neuroradiologues interventionnels, nos collègues neurochirurgiens et nos collègues neurologues. Et donc, on discute ensemble de la prise en charge de tous nos patients. Il y a un certain nombre de fistules, de patients avec des fistules qu'on ne traite pas, qu'on prend en charge de manière conservatrice. Et donc ça, c'est vrai en général pour les fistules qu'on dit de bas grade, donc ces fameuses fistules de type 1, type 2A, parce qu'il n'y a pas de risque hémorragique, qui sont peu ou pas symptomatiques. Donc c'est typiquement les gens qui ont un acouphène qui font révéler une fistule.
une fistule de bas grade et avec un acouphène qui est finalement peu, voire pas gênant. Et donc dans ces cas-là, c'est assez fréquent qu'on dise qu'on ne traite pas. A contrario, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça nous arrive de traiter des fistules de bas grade quand notamment l'acouphène devient extrêmement invalidant, avec des patients qui ont du mal à dormir, avec un retentissement donc sur le sommeil, sur la concentration. Donc on peut être quand même amené à les traiter, malgré qu'il n'y ait pas de risque hémorragique, mais du fait du retentissement de l'acouphène. Pour les autres fistules, finalement, et notamment celles de grade 2B, 3, 4 et 5, du fait de leurs symptômes et ou de leur risque hémorragique, on propose un traitement curatif. Donc c'est ce que je vous disais, c'est pour les fistules durales de bas grade, c'est discuté au cas par cas et donc on le fait généralement quand les symptômes sont invalidants, c'est le cas des acouphènes. Et par contre, on est systématique en général pour les fistules 2B, 3 ou 4 du fait du risque hémorragique. Le traitement, vous l'avez vu, hein, c'est quasiment qu'un traitement endovasculaire où on passe par l'intérieur des vaisseaux et donc ça, c'est vrai que je vous l'ai montré par toutes les vignettes, hein, c'était quasiment que des traitements endovasculaires. On parle parfois de traitement chirurgical, donc neurochirurgical, pour certaines fistules durales de l'étage antérieur, parce qu'elles sont parfois alimentées par des artères qui peuvent être un peu difficiles pour nous à cathétériser ou qui sont à risque, hein, parce que c'est très souvent en fait l'artère, des branches de l'artère ophtalmique qui peuvent donner ces fistules-là, et donc on aime moins emboliser à travers ces artères-là. Et puis parfois, ça je vous ai pas montré ce tableau-là, mais parfois pour les fistules durales au niveau finalement du dos et de la moelle épinière, on fait un traitement qui est directement chirurgical parce que là encore, parfois l'embolisation est trop risquée et ça nous demande de faire des embolisations trop proches d'artères à destinée de la moelle épinière. Et donc le risque, c'est que par notre traitement, on induise un infarctus de la moelle épinière, ce qui est terrible. Et donc dans ces cas-là, où finalement les dispositions anatomiques ne sont pas bonnes, on entreprend un traitement chirurgical en première intention. Mais ce qui fait que dans la grande majorité des cas, finalement, le traitement de première intention des fistules durales est en général endovasculaire. Il n'y a pas de recommandation particulière qui est associée, hein, qu'on traite ou qu'on ne traite pas la fistule, on demande aux patients de vivre une vie la plus normale possible. Donc ça veut dire que les patients ont bien sûr le droit de faire du sport, de voyager et peuvent aussi avoir des projets de grossesse s'ils le souhaitent. Je suis arrivé au bout de ma présentation. Voilà, j'espère à tous que ça vous a plu. Mais si jamais il y a des questions qui apparaissent suite à cette présentation, je pense que par le biais de l'association, il y aura possibilité de les transmettre et j'y répondrai avec plaisir. Merci.